Mesdames et messieurs, bonjour et un très bon après-midi à vous tous qui suivez la télévision rwandaise. C'est toujours un plaisir de vous retrouver pour cette nouvelle édition. À la une de ce lundi, le Rwanda inaugure officiellement le Zaria Code Kigali, un complexe emblématique déjà opérationnel aux abords du stade Amahoro de Kigali. Fruit d'un investissement de 26 millions de dollars américains, Zaria Court est la première concrétisation physique de la stratégie Arena écosystème du groupe Zaria, conçu pour servir la jeunesse urbaine africaine tout en favorisant des opportunités économiques durables. Zaria Court a été développé par le groupe Zaria Court sous la direction de Masai Ujiri, investisseur britannique d'origine africaine, surtout connu comme président de longue date des Toronto Raptors de la NBA. Le projet incarne la vision d'Ujiri selon laquelle les infrastructures sportives et culturelles sont des infrastructures à part entière. Ancrées dans le monde du sport, Zaria Court vise à devenir un centre culturel majeur pour la classe moyenne émergente en Afrique. Le lancement à Kigali de ce complexe marque la première étape d'un plan d'expansion plus large qui prévoit 5 sites phares de grandes villes africaine d'ici 2030. Zaria Code Kigali a déjà créé près de 500 emplois avec un accent particulier sur l'emploi des femmes et des jeunes. Ce complexe multifonctionnel qui associe affaires, sport, hôtellerie et divertissement s'intègre dans une large vision du Rwanda de faire du sport un domaine qui génère des revenus pour le pays. Le ministre de l'Agriculture et des Ressources animales, Marc Cyubahiro Bagabe, représente le Rwanda au sommet des Nations Unies pour les systèmes alimentaires qui se tient à Addis Abeba en Éthiopie. Ce lundi, il s'est entretenu avec Aouna Eziakonoa, sous-secrétaire générale et directrice du bureau régional pour l'Afrique du programme des Nations Unies pour le développement. Ils ont échangé sur comment faire du Rwanda un pôle clé pour l'apprentissage sur les systèmes alimentaires et pour la coopération sud-sud. Ce sommet doit faire le point sur les progrès de la transformation des systèmes alimentaires depuis le sommet inaugural de 2021, renforcer la responsabilisation collective en engageant les États, la société civile, les jeunes, les peuples autochtones, les agriculteurs, les femmes et le secteur privé. Le sommet servira aussi de plateforme pour réfléchir aux progrès accomplis, renforcer la collaboration et débloquer des financements et des investissements afin d'accélérer la transformation des systèmes alimentaires. Les personnes atteintes de l'hépatite saluent les efforts du gouvernement du Rwanda pour l'accès gratuit aux médicaments, alors qu'autrefois, ces médicaments coûtaient très cher, au point que certains malades ne pouvaient pas se faire soigner. Cela intervient alors que le Rwanda se joignait au reste du monde ce lundi pour la journée internationale contre l'hépatite. Le point avec Jean Damascène Malishimwe. L'hépatite a souvent été mal comprise dans certaines zones rurales où certaines personnes la confondent à tort à l'empoisonnement ou à la sorcellerie. Pourtant, ce n'est pas le cas et certains habitants, comme ceux du district de Kamuyi au sud du Rwanda, savent désormais qu'il s'agit plutôt d'une maladie ordinaire. Pour preuve, Afsa Kanetere et Pelagie Mukahijiro, qui ont tous deux été atteintes de l'hépatite C, ont déclaré être totalement guéris aujourd'hui, et ce depuis plusieurs années. Au Rwanda, les soins liés à cette maladie ont progressivement été rapprochés des populations et aujourd'hui, ils sont administrés dès le niveau du centre de santé. À l'occasion de cette journée mondiale contre l'hépatite, le Dr Charles Berabossé, responsable du département de lutte contre l'hépatite et d'autres infections sexuellement transmissibles au sein du centre biomédical du Rwanda, rappelle qu'il est temps de renforcer la sensibilisation sur la maladie. Il a expliqué que l'hépatite se transmet par contact avec du sang contaminé lors des rapports sexuels non protégés ou pas d'autres fluides corporels infectés. Le programme national de lutte contre l'hépatite a été lancé en 2011. Chaque année, environ 1500 personnes atteintes d'hépatite C sont traitées au Rwanda. Le pays s'est engagé à atteindre les objectifs de l'Organisation mondiale de la santé qui vise à éliminer l'hépatite en tant que menace pour la santé publique d'ici 2030. Le thème retenu par l'Organisation mondiale de la santé cette année est « Hépatite, faisons tomber les barrières ».
Il vise à lever les obstacles financiers, sociaux et systémiques, y compris la stigmatisation qui freine l'accès au dépistage, au traitement, à la vaccination et à la prévention du cancer du foie. Il appelle à simplifier, étendre et intégrer des services contre l'hépatite dans les systèmes de santé nationaux pour permettre à terme l'élimination de l'hépatite comme problème de santé publique d'ici 2030. En 2022, environ 304 millions de personnes vivaient avec une hépatite B ou C chronique et 1,3 million sont décédées la même année. Une personne meurt de complications liées à l'hépatite toutes les 30 secondes dans le monde, soit environ 3500 décès par jour selon l'Organisation mondiale de la santé. Ce qui est préoccupant pour l'organisation onusienne, c'est que la plupart des personnes vivant avec une hépatite ne savent pas qu'elles sont infectées. Et la secrétaire générale de la francophonie se dit profondément préoccupée par les affrontements armés à la frontière entre le Cambodge et la Thaïlande. La secrétaire générale de la francophonie, Madame Louise Mushikiwao, a exprimé sa profonde préoccupation face à ces affrontements armés à cette frontière, respectivement États membres et États observateurs de l'Organisation internationale de la francophonie. Elle exhorte les gouvernements des deux pays à privilégier le dialogue et la recherche des solutions pacifiques conformément au droit international. Elle déplore profondément les pertes tragiques en vies humaines et les souffrances infligées aux populations civiles des deux côtés de la frontière. La protection des populations civiles doit rester une priorité absolue et toutes les mesures nécessaires doivent être prises pour garantir leur sécurité. Il est important de traiter les causes profondes afin de prévenir toute résurgence de violence et d'assurer une paix durable dans la région. Le centre biomédical du Rwanda, RBC, est en voie de devenir un centre d'excellence en matière de recherche scientifique et d'utilisation des données dans la recherche au niveau continental grâce à un projet visant à renforcer ses capacités. Ce projet ambitionne de faire de ce centre une institution capable de fournir des services de santé de haute qualité, modèle pour le Rwanda, mais aussi pour d'autres pays du continent africain. Selon Dr Eric Remera, responsable de la recherche au sein de RBC, cette transformation représente une avancée majeure pour le système de santé au Rwanda. Ça, c'est un projet qui a été financé par l'Union européenne. C'est pour renforcer les capacités de notre institution, RBC, qui est une institution de la santé publique. Et cet renforcement va vraiment aider à la recherche, aussi le renforcement des capacités humaines. Et ça va aider dans différents projets et puis différents domaines. Là, on peut dire comme les maladies infectieuses, la digitalisation et d'autres domaines. On va se concentrer sur l'éducation, donc les formations à court terme et à long terme. Et puis, il y aura aussi renforcer les capacités sur la digitalisation et puis aussi la recherche. Judith Mukamurigo, professeure à l'Université du Rwanda, souligne que les recherches menées dans ce centre auront un impact considérable sur la formation des étudiants en médecine en leur fournissant des connaissances approfondies et actualisées. On va collecter les données. Avec ces données, on va faire la base de données. Et sur cette base de données, on va l'utiliser pour enseigner, par exemple, la recherche à nos étudiants. Et aussi, en plus des analyses et des résultats qu'on va produire, et ça va nous aider aussi à adapter nos programmes d'enseignement. Autre chose, c'est que les étudiants qui sont dans cette recherche, quand ils vont finir, surtout ceux qui font le PhD et le Masters, ils vont nous aider aussi à enseigner. Comme vous savez, on a le problème des ressources humaines.
Et quand ils vont finir, on espère qu'ils vont supporter l'université à enseigner. Ce projet qui s'étendra sur 3 ans bénéficie du soutien de l'Union européenne à la hauteur de 4,2 millions d'euros. Porter haut la vision africaine pour bâtir un développement durable, tel est l'appel lancé à la jeunesse du continent, y compris celle du Rwanda, lors du Forum international Giants of Africa Youth Day. Plus de 2000 jeunes réunis à Kigali ont été invités à faire de leurs idées et de leur créativité des leviers de transformation de l'Afrique. Amandine Dikomasao. L'entrepreneuriat, l'exploitation des opportunités offertes par le Rwanda ainsi que l'ouverture d'esprit tournée vers l'innovation rentable sont parmi les idées mises en avant par les jeunes réunis à la BK Arena comme levier du développement du continent africain avec un rôle central à jouer par la jeunesse. Isabelle Kamaliza, directrice de l'organisation Solid Africa, et Dr Christelle Wanhege ont souligné que la pensée créative et élargie a été un élément clé de leur réussite. Solid Africa started with youth. Nous avons commencé jeunes avec la conviction que nous n'avions pas besoin d'être adultes pour apporter des changements. Je crois profondément que la voix de la jeunesse, ses actions et sa capacité d'innover peuvent transformer l'Afrique et que cela est possible dès aujourd'hui. Le ministre de la Jeunesse et du Développement des Arts, Dr Utumatkishima Jean-Nepo Abdallah, a quant à lui rappelé qu'être un géant ne dépend pas de la taille physique, mais plutôt de la portée des idées qui ont un impact sur la société. Le mot lui-même, géant, ne fait pas référence à la taille ou à la célébrité, mais à la grandeur d'idées. Cela nous rappelle que devenir un géant est possible pour la jeunesse africaine, non seulement dans le basketball, mais aussi dans les affaires, la gouvernance, les arts et l'innovation. Le président de Giants of Africa, Masai Ujiri, a exhorté les jeunes à garder l'Afrique au cœur de toutes leurs actions et réflexions. Ce que je fais est pour l'Afrique. Et vous aussi, la jeunesse, vous devriez adopter cet état d'esprit au quotidien. Ceux d'entre nous qui avons parlé ici aujourd'hui, les dirigeants présents dans cette salle, nous avons tous grandi en Afrique. Si nous avons pu réussir, vous aussi pouvez faire encore mieux. Ce forum international de la jeunesse précède le lancement officiel du festival Giants of Africa, qui réunit des jeunes venus de 20 pays africains et qui participent à cet événement d'une semaine ici au Rwanda. Le chef d'État rwandais Paul Kagame a lancé officiellement ce dimanche 27 juillet le Forum international de la jeunesse 2025. Il coïncide avec l'ouverture du festival Giants of Africa. Il vise à mettre en lumière tout le potentiel du sport et du divertissement africain. Le président Paul Kagame a remercié Masai Ujiri qui a cofondé Giants of Africa. Celle-ci organise un festival réunissant des jeunes dans le cadre d'activités visant à promouvoir leurs talents dans le domaine du sport et dans d'autres domaines. Amandine Dikomasao, télévision rwandaise. La Fédération du secteur privé au Rwanda annonce que le pays a déjà tiré d'importants bénéfices des investissements réalisés au cours des 27 dernières années durant lesquelles il a organisé et accueilli la foire internationale. Cette déclaration intervient à 2 jours du lancement de la 28e édition qui se tiendra à Gikondo et devrait réunir des exposants de 19 pays issus de différents continents. Amandine Dikomasao toujours. Les préparatifs battent leur plein sur le site habituel de foire internationale à Gikondo où certains exposants ont déjà commencé à accueillir leurs premiers visiteurs. Ces investisseurs estiment que c'est une opportunité pour montrer au monde leur savoir-faire. Un des fidèles participants à cette foire, l'Égyptien El Gohari Ali, présent pour la 9e année consécutive, souligne que le succès de son entreprise repose d'abord sur la bonne gouvernance et la sécurité du Rwanda. 2017. J'ai commencé à travailler au Rwanda en 2017 et par la grâce de Dieu, mon business prospère. J'aime ce pays et je prie que le président Kagame dirige encore plus. Le Rwanda est sûr, propre et tourné vers l'avenir. J'ai même épousé une Rwandaise. Nous avons une fille qui étudie à Saint-Joseph et j'ai obtenu la nationalité rwandaise. J'avais besoin d'un pays sûr et stable pour protéger mes investissements. C'est ce qui m'a fait rester ici 9 ans. Le Rwanda facilite les affaires et aujourd'hui c'est devenu mon pays.
Selon Walter Hunde, porte-parole du secteur privé du Rwanda, les 27 éditions précédentes ont contribué à attirer plusieurs entreprises qui ont choisi d'investir durablement. Au Rwanda, il est prévu que cette année, la foire internationale accueille 19 pays et génère entre 3 500 et 4 500 emplois, majoritairement destinés aux jeunes et dure 20 jours. À Kamonyi, deux Rwandais ont été reconnus comme juste une distinction équivalente à celle des gardiens de la mémoire au niveau international. Ces personnes ont été honorées pour avoir sauvé des vies en période de détresse grâce notamment au sport, mais aussi pour leur rôle dans la promotion de la réconciliation. Reportage. Eric Eugène Mulangwa, ancien joueur de rayon sport, et Sinzi Tarsis, pratiquant de karaté, font partie des Rwandais intégrés au Jardin des Justes, construit à Kamonyi. Une autre juste est une footballeuse originaire d'Afghanistan. Ces personnes ont été sélectionnées pour leur action héroïque dans le secours des vies humaines pendant des périodes de crise et leur engagement pour l'unité et la réconciliation, comme l'explique Kangindi Françoise, membre de l'organisation Galiwo, qui supervise les Jardins des Justes à l'échelle mondiale. Donc Eric Mulangwa est jeune et c'était injuste du sport parce qu'il a utilisé le sport pour défendre les droits humains, diffuser la paix, l'amour entre les gens, et donc c'est un modèle. Nous l'avons choisi comme injuste parce que le thème de cette année, c'est le juste du sport. Le sport peut servir pour réveiller les gens et diffuser les messages de paix, d'amour entre les gens. Sinzi Tarsis, c'est un champion du karaté. Et lui, il a sauvé beaucoup de gens en leur enseignant comment se défendre. Il a utilisé son sport, qui était le karaté, et ils se sont réfugiés sur une colline, ils se sont défendus, ils se sont sauvés en 118. Et puis la troisième, c'est Khalid Popal, donc cette femme qui est vraiment très forte. C'était la capitaine de l'équipe nationale du football en Afghanistan. Mais malheureusement, en Afghanistan, ce sont les talibans qui ont pris le pouvoir et ils ont utilisé, ils ont menacé les femmes. Les femmes devaient se couvrir le visage, ne pas sortir, et s'est opposée à ça. Donc elle a réussi à se sauver, à sauver même ses amis. Sur près de 300 jardins des justes recensés dans le monde, celui de Kamonyi au Rwanda demeure l'un des rares en Afrique subsaharienne. À Varsovie, le jardin des justes du quartier de Wola, initié par la History Meeting House et la fondation italienne Galiwo, s'inscrit dans la même démarche, rendre hommage à celles et ceux qui, au XXe et XXIe siècle, ont osé défendre la dignité humaine face au totalitarisme et au génocide. Merci à vous tous qui étiez au rendez-vous d'actualité aujourd'hui. Au nom de toute l'équipe qui a réalisé la grande édition, je vous souhaite de passer une excellente suite des programmes de la télévision rwandaise. Vous étiez avec Michel Iladoukound. Au plaisir de vous retrouver prochainement pour un autre programme d'actualité. D'ici là, portez-vous bien.